Ce samedi, Issegnan reçoit Eli Mohamed Elhaj, conseiller juridique du Haut Commissariat de l'OMVS, et le professeur Mor Ndao, historien. Thème: droits et devoirs, construire la coopération autour d'un cours d'eau partagé. Vous pouvez participer à l'émission en appelant en direct au 88 628 98 98. L'émission sera également diffusée en direct sur la plateforme web de Sud FM et sur la page Facebook de l'OMVS. L'OMVS, une gestion concertée et solidaire du fleuve Sénégal. Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de Sud FM Sen Radio. Bienvenue dans les nouvelles du fleuve Sénégal, une nouvelle émission que vous propose l'OMVS, l'organisation mondiale, l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, en partenariat avec Sud FM, et ce sera désormais tous les samedis de 11h à midi. Les nouvelles du fleuve Sénégal vont ainsi nous permettre de naviguer ensemble sur ce 4e fleuve africain qui traverse 4 États, Guinée, Mali, Mauritanie, Sénégal. Nous ferons également des escales au bord du fleuve et des plongées en profondeur dans l'histoire, les mythes, la création de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, les ouvrages communs réalisés, les différents usages, l'électricité, l'agriculture, l'accès à l'eau, la navigation avec une dimension transfrontalière. Comment se fait la gestion de cette ressource partagée? L'accès à l'eau est aujourd'hui devenu, on le sait, un enjeu majeur. 3% d'eau douce pour 7 milliards d'habitants, des projets, des impacts. Le fleuve est-il en péril? Des menaces existent. Nous parlerons également tout au long des émissions des opportunités et d'investissement. Toutes ces questions seront donc abordées dans les nouvelles du fleuve, et vous pourrez participer en appelant en direct donc pour participer, poser vos questions et vos préoccupations. Mais nous allons commencer par parler de droits et devoirs, construire la coopération autour d'un cours d'eau partagé. C'est le thème de cette première émission, et nous recevons sur ce plateau pour en parler Eli Mohamed Elhaj, conseiller juridique du Haut Commissariat de l'OMVS. Bonjour. Bonjour. Et le professeur Mor Ndao, historien, directeur de l'école doctorale Ethos, études sur l'homme et la société à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonjour professeur. Bonjour madame. Déjà, à la diffusion de la bande-annonce, on m'a interpellé plus d'une fois. L'OMVS, on n'en parle que dans les cours à l'école. L'OMVS existe-t-elle encore tant elle est absente dans la vie des Sénégalais? La question m'a été posée à plusieurs reprises. Eli Mohamed Elhaj, vous êtes conseiller juridique de l'OMVS. Je vous transmets cette question. On me demande si l'OMVS existe en dehors des cours d'école. Bonjour madame Dao, bonjour professeur, bonjour madame Nyan, plutôt, tant pour moi, et bonjour professeur Dao. Donc effectivement, votre présentation introductive vraiment a bien campé le sujet. Et la question qui préoccupe un ensemble d'auditeurs, un ensemble de citoyens de la zone OMVS est tout à fait légitime et compréhensive. Est-ce dû à un manque de communication? Est-ce dû à autre chose? Donc toujours est-il effectivement que parfois effectivement le rôle et l'impact de l'OMVS ne sont pas toujours bien cernés, ne sont pas toujours bien saisis par le grand public. Effectivement, donc on a l'OMVS à l'école. Tout le monde à peu près a eu à apprendre des notions sur l'OMVS au niveau de l'école. Mais dans la vie courante, on se demande effectivement l'OMVS, à quoi ça sert, quel est l'impact. Donc je donnerai déjà de prime abord quelques éléments simples qui marquent la vie des gens, et donc peut-être qu'on ne s'en rend pas compte. Donc par exemple, si on dit par exemple que 60% de l'eau de la population de Dakar est alimentée en eau à partir du fleuve et à partir des ouvrages de l'OMVS. C'est une chose importante effectivement. Si l'on prend également toute la population riveraine du bassin du fleuve, elle est effectivement alimentée à partir de cette eau. On parle effectivement, il y a un sujet qui est récurrent ces derniers temps-ci, et particulièrement au Sénégal, c'est celui de la sécurité alimentaire, qui est un objectif central du PSE, du programme Sénégal émergent. Donc c'est de parvenir à l'autosuffisance alimentaire. Et en ce sens-là, je pense que l'OMVS apporte une grande contribution à cet objectif.
Comment? Donc, à travers déjà la mobilisation de l'eau du fleuve. Donc, c'est grâce à la mobilisation de l'eau du fleuve que l'agriculture irriguée a connu un développement substantiel au niveau donc du bassin du fleuve et donc a permis donc depuis une vingtaine, trentaine d'années la naissance d'une culture extensive donc de différentes céréales donc qui entrent à la fois dans la consommation de la population mais également d'autres productions agricoles donc qui sont destinées à l'exportation. Ça c'est dû avant tout donc aux ouvrages de l'OMVS. Donc l'OMVS intervient dans des secteurs vraiment majeurs. Essentiels, vraiment. D'accord, nous aurons l'occasion d'en parler tout au long de cette émission, mais déjà, comme les gens s'interrogent sur l'existence de l'OMVS, vous pouvez nous rappeler ce que c'est que l'OMVS, quand est-ce qu'elle a été créée et dans quel contexte? Voilà, d'abord le contexte. Le contexte, c'est celui d'une sécheresse implacable. Donc c'est celle des années 60-72, donc qui a frappé durement donc les pays du Sahel de manière générale, de l'Afrique de l'Ouest de manière plus globale, et donc qui a porté un coup dur donc aux économies de ces États, aux populations, aux activités traditionnelles des populations qui sont retrouvées totalement désorganisées. Et c'est face donc à ce contexte donc très difficile donc qui a été vécu par les populations et par les pays que les pays de l'OMVS à l'origine, donc le Mali, la Mauritanie et le Sénégal, ont décidé le 11 mars 1972 à Nouakchott de créer l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Ils lui ont attribué des objectifs simples. Donc, et si l'on regarde ces objectifs, ils tournent tous à peu près autour de la sécurisation donc, de l'économie de ces pays et de la sécurisation alimentaire des populations. Et avec un objectif essentiel, donc, qui est celui de la préservation de l'environnement. Parce qu'avant tout, la sécheresse, c'est un phénomène climatique, donc qui a des manifestations environnementales qui sont très dures pour les populations, donc pour les milieux naturels. Et donc à ce niveau, donc les chefs d'État à l'époque ont fixé 5 objectifs. Donc la réduction de la vulnérabilité des États membres face donc aux aléas climatiques. Nous avons également l'assurance de la sécurité alimentaire des populations. Le développement des États membres, c'est un objectif beaucoup plus global, et l'amélioration des revenus des populations, et de manière plus générale et beaucoup plus inclusive, donc la préservation de l'équilibre écologique au niveau du bassin du fleuve Sénégal. Donc ce sont ces objectifs-là donc qui ont présidé à la création de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal en 1972. Et donc, je ne sais pas s'il faut un tout petit peu développer pour dire comment s'est manifestée la mise en œuvre de ces objectifs. D'accord, nous allons y revenir, voilà, mais tout d'abord, nous allons nous intéresser donc à ce contexte. Comme on a un historien avec nous, professeur Mor Ndao, je le rappelle, vous êtes directeur de l'école doctorale Ethos, études sur l'homme et la société à l'UCAD, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Professeur, dites-nous, est-ce que le contexte dans lequel l'OMVS a été créé revêt un caractère particulier? Oui, je vous remercie, madame. Je salue vos fidèles auditeurs et M. Elhadj. Je le remercie vivement. Donc, le contexte de création de l'OMVS était dicté par un environnement des moins reluisants. Nous sommes en 1972, autour à la fin des années 1960, début des années 1970, et tout ce qu'on a théorisé comme théorie développementaliste depuis les indépendances, l'approche productiviste, en donnant un effort soutenu à l'élevage, à l'agriculture, en recourant aux importations massives aussi, tout ce climat a été perturbé à partir de la fin des années 1960. Le premier élément, ce sont les sécheresses récurrentes qui frappent à coups redoublés l'agriculture sénégalaise. Le deuxième élément, c'est le recours massif aux importations, notamment alimentaires, de riz.
Le troisième élément, c'est en quelque sorte la détérioration des termes de l'échange, avec un recours massif aux importations pétrolières. Donc, l'État, à partir des années 1970, est pratiquement dans la sous-région à bout de souffle. Il s'y ajoute une péjoration climatique avec des sécheresses successives qui compromettent l'économie de la sous-région, avec des famines, non seulement en Éthiopie, mais aussi dans le Sahel. C'est dans ce contexte que, justement, les pères fondateurs ont jugé opportun de partir du local, c'est-à-dire des ressources, des potentialités offertes par le milieu, et comment impulser un développement endogène en s'adossant sur les ressources offertes par le milieu. Et ces ressources, c'est le cours d'eau, le fleuve Sénégal, qui est, depuis les temps les plus reculés, un foyer de civilisation. Le fleuve n'a jamais été une barrière, une ligne de démarcation entre les populations, ni une frontière. Le fleuve a été un axe de convergence, un axe d'échange pour les populations de la Sénégambie. L'importance des fleuves et des cours d'eau, historiquement, se justifie parce qu'ils ont trois caractéristiques. La première caractéristique, ce sont des axes de pénétration qui permettent, disons, de naviguer, de circuler et de faire circuler les biens, les services et les personnes. La deuxième caractéristique, ce sont des territoires de production qui permettent d'ajouter, disons, un surplus à la situation socio-économique sur trois leviers. Le premier levier, c'est l'irrigation, l'agriculture. Le deuxième levier, c'est l'élevage. Et le troisième levier, c'est la pêche continentale. La troisième caractéristique de ces cours d'eau, ce sont des zones d'échange, des axes d'échange. Le professeur Boubacar Bari a étudié les aires économiques de la Sénégambie historique, c'est-à-dire cette Sénégambie qui englobait la Mauritanie actuelle, le Sénégal, la Guinée-Bissau, une bonne partie de la Guinée et du Mali. Donc, trois pôles économiques se sont développés au cours de l'histoire. Ces trois pôles économiques, c'est la vallée du fleuve Sénégal, d'abord. Le deuxième axe et pôle économique, c'est autour des fleuves Saloum et du fleuve Gambie. Et le troisième pôle économique, c'est autour des rivières du sud, la Casamance, Rio Pongo, Rio Guéba, Rio Nines. Donc, les cours d'eau, depuis les temps les plus reculés, ont généré les premiers foyers de civilisation historique. Que ce soit en Égypte, l'Égypte pharaonique avec le Nil, que ce soit en Mésopotamie avec le Tigre et l'Euphrate, que ce soit en Inde avec l'Indus, etc. Même ici aussi, en Afrique, les premiers foyers de civilisation, c'est autour du fleuve Sénégal. C'est autour du fleuve Congo, du fleuve Zambèze, qui ont pu cristalliser et construire de grandes civilisations, les premières civilisations connues dans la sous-région, connues aussi dans le monde. D'accord. Donc, si l'on vous comprend, professeur, cette ressource partagée a été source de création de grands empires dans ce bassin, basés sur des valeurs qui portent encore aujourd'hui l'OMVS. Est-ce que ces valeurs, cette histoire partagée, se retrouve dans les piliers de l'OMVS aujourd'hui? Oui, effectivement. Effectivement, ce qui se retrouve. Déjà, si on observe un peu les objectifs de l'organisation, on retrouve ces valeurs. On retrouve ces valeurs et on a voulu aussi bien donc les instances majeures de l'organisation qu'au niveau des instances d'exécution, donner donc une consistance donc à ces objectifs donc et partant donc donner consistance à ces valeurs. On se retrouve effectivement avec un ensemble donc d'activités qui tournent autour de l'agriculture irriguée, la production d'énergie hydroélectrique, l'eau potable, la santé, la préservation des écosystèmes, la navigation pérenne sur le fleuve. Et cet ensemble d'activités ou de gros secteurs d'activités effectivement sont fortement inclusifs
et portent en eux-mêmes donc les germes effectivement d'une plus grande coopération, d'une plus grande solidarité entre les États. Donc solidarité d'ailleurs qui est à la base, je le souligne, donc à la base de la création de l'Organisation pour la mise en valeur du Sénégal, qui est une valeur cardinale donc de cette organisation. Mais également on retrouve un peu ce souci un peu d'intégration donc des activités et partant des économies et de complémentarité des économies des différents États. Et partant dans un horizon à plus ou moins long terme, les États de l'OMVS ont tendance à se projeter vers d'autres horizons. Parce que si on regarde par exemple la question de l'énergie hydroélectrique, parce que l'OMVS actuellement est productrice d'énergie électrique. Dakar et les grandes capitales des 4 États membres sont, ou à tout le moins donc les 3 États membres, Mali, Sénégal, Mauritanie, sont alimentés effectivement en électricité à partir des ouvrages de l'OMVS. Donc, c'est également pour répondre à la question première donc, qui a été posée au début de l'émission, c'est qu'effectivement, l'OMVS apporte de l'électricité, donc apporte un plus donc, à la promotion économique des États. Et avec cette hydroélectricité, parce qu'il s'agit d'une électricité, mais pas n'importe quelle électricité, c'est une électricité propre et pas du tout onéreuse, c'est-à-dire bon marché. Et l'OMVS a tendance à vouloir se positionner au niveau de l'Afrique de l'Ouest, donc en tant que pôle majeur de production d'énergie. Et donc ça va probablement se faire dans les décennies à venir, dans le cadre donc de ce qu'on appelle le WAP, le West African Pole, donc qui est en train de se mettre en place et qui va un peu intégrer les zones de production d'énergie au niveau de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Donc vous voyez un peu donc ce mouvement donc qui va déjà donc d'une coopération interétatique donc qui va aller maintenant vers une coopération beaucoup plus étendue au niveau de la région. Des usages multiples, hydroélectricité, accès à l'eau potable, agriculture, navigabilité, et cela sur plusieurs territoires de pays souverains. Plusieurs réglementations, on l'imagine, pour la gestion. Comment tout cela s'organise? Oui, donc là, c'est vous touchez du doigt effectivement donc une question tout à fait essentielle. Parce que l'OMVS, donc effectivement, c'est une organisation effectivement donc qui promeut le développement, mais également c'est un corpus juridique donc qui est là. Et donc ce corpus juridique donc a besoin donc de s'affirmer au niveau des États. Et en ce sens donc les États de l'OMVS ont mis en place donc un corpus juridique assez élaboré. Donc nous avons déjà donc la convention de création de l'organisation 1972 qui a été juste précédée le même jour donc par ce qu'on appelle la convention donc sur le statut juridique du fleuve. Parce qu'avant de créer l'organisation, il a fallu donc donner quel est le statut de ce fleuve. Donc on a voulu dire que on a incrusté donc dans la loi donc le fleuve que le fleuve étant et ses affluents donc sont en cours d'eau international. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une souveraineté d'un État donné donc, sur ce fleuve. Donc, c'est un fleuve. En quelque sorte, ça concerne la notion de partage des eaux du fleuve. Et en plus de ça, donc, il y a une autre notion fondamentale qui a été donc incrustée dans la loi, qui est celui de garantir la liberté de navigation et l'égalité de toutes les formes d'utilisation des eaux du fleuve. Donc ça, c'est absolument essentiel. Et donc sur cette base donc là que l'organisation a été créée, et il y a eu par la suite d'autres conventions également fondatrices de l'organisation qui sont venues qui sont venues se mettre en place au fur et à mesure de l'évolution du programme de l'organisation. Nous avons donc par exemple la convention sur le statut juridique des ouvrages communs, parce que lorsqu'on a voulu créer des ouvrages communs, on les a créés, mais ensuite on s'est dit donc ces ouvrages-là, il a fallu se poser la question, ils appartiennent à qui? Et comment il faut les gérer, et comment on va partager donc les revenus qu'ils vont générer. Et donc à partir de là, on a mis en place cette convention. Et effectivement, avec cette convention, il y a également une autre convention jumelle
qui est celle, donc, c'est les modalités de financement de ces ouvrages communs. Donc, qui va financer ces ouvrages communs? Est-ce qu'il s'agit d'un effort d'un seul État, ou bien lorsque les États n'ont pas les mêmes disponibilités, est-ce qu'il faudrait plutôt s'appesantir sur l'un ou l'autre des États? Et donc là, cette convention résout cette problématique-là, donc en instaurant des principes donc de modalités de financement des ouvrages de l'OMVS et en instaurant donc le principe de clé d'imputation des coûts des ouvrages communs. Donc effectivement, donc à chaque fois donc qu'on met en place un ouvrage, il sera financé par les États et l'avantage que cet État va tirer sera proportionnel donc aux moyens qu'il aura investis donc pour la création ou la construction de cet ouvrage. Donc ça ce sont vraiment des conventions qu'on appelle les conventions de base. Et la charte de l'eau également. Voilà, donc ça c'est les conventions de base. Et c'est pour ça que j'en viens. Et donc par la suite, il y a eu en 2002 donc un texte tout à fait fondamental qui est la charte des eaux. Donc qui vraiment donc qui régit, qui a je le signale, donc il y a un caractère, un cachet éminemment écologique. Donc dont la vocation donc est de préserver les caractéristiques donc du bassin des eaux du bassin du fleuve Sénégal. Et donc elle réglemente un certain nombre d'ouvrages. Et donc par rapport à ça, j'en viens à votre question, donc l'adéquation entre les textes de l'OMVS et ceux des États. Cette charte effectivement a été ratifiée en 2002, donc il est effectivement entré dans l'arsenal, dans le cadre de l'arsenal juridique des différents États. Mais il reste un effort d'adaptation à faire. Il y a un effort d'harmonisation donc des textes au niveau des États par rapport à cette charte. Parce qu'il ne faut pas l'oublier quand même, c'est un texte qui a valeur de traité. Donc il y a une valeur supralégale, si vous voulez. Et il faut forcément que les textes nationaux doivent s'adapter à ce texte et faire référence donc à ces textes. Et c'est cet effort-là donc qui prend beaucoup de temps, qui est actuellement en continu, qui est poursuivi donc pour essayer de faire un certain effort d'harmonisation. Donc déjà donc il y a un travail particulièrement, si on cite le cas du Sénégal, donc puisqu'il y avait on avait commencé ce travail d'harmonisation au moment où il y avait un processus de révision donc de la loi environnementale et du code de l'eau. Et donc il y a un ensemble donc de réunions avec des acteurs et des sensibilisations pour un peu introduire les notions de la charte des eaux dans les nouveaux textes qui vont apparaître après le processus de révision des textes. Plusieurs conventions qui permettent une gestion concertée. Professeur Ndao, est-ce que cette manière de gérer cette ressource partagée se retrouve dans l'histoire? Est-ce que cela a toujours été le cas? Est-ce que cette ressource partagée a été facteur d'intégrité ou plutôt source de conflit? Les deux à la fois. Les enjeux que soulèvent les bassins hydrauliques ont souvent, occasionné des conflits hydropolitiques. Et souvent, on a assisté à une militarisation de ces bassins compte tenu de ces enjeux géostratégiques. Mais ce qui est important ici, par rapport à, l'acte de l'OMVS, si on interroge la sociologie, la cosmogonie africaine, on se rend compte que l'eau, elle est source de vie. Ndiaye Ndiaye est sorti des eaux du fleuve Sénégal pour fonder le Jolof. L'eau est inaliénable. C'est une propriété, c'est un bien commun. Dans la charte du Mandé, l'eau est érigée comme un patrimoine qui appartient à la société, à la communauté. Et je crois que l'originalité de l'OMVS, c'est de convoquer cet esprit de solidarité, de partage, d'inclusion et mettre l'eau comme un élément de fortification, de regroupement, d'intégration de ces espaces qui, jadis, avaient eu entre eux des conflits latents ou permanents. Donc c'est ça, c'est une structure originelle, un organe de gestion d'un bassin en convoquant
disons, d'une approche inclusive et intégrée qui, en fait, apporte une touche originale. C'est-à-dire, le fleuve est maintenant un patrimoine commun. Le fleuve n'appartient à aucune entité étatique. Le fleuve est patrimonialisé. C'est-à-dire, c'est une propriété commune qui, en fait, est gérée par un cadre juridique et une architecture administrative bien huilée. Cette architecture administrative, c'est la conférence des chefs d'État, le conseil des ministres, le commissariat, ensuite la société de gestion de Manantali et la société de gestion de Diama. Et à côté, on a mis en place des structures, des conseils, comités consultatifs qui convoquent en quelque sorte l'approche inclusive des populations, les acteurs de la société civile pour gérer en commun ce patrimoine et ne pas exclure évidemment l'ensemble des composantes démographiques concernées par le projet. Évidemment, quand vous soulevez cette question, est-ce que l'OMVS existe? On doit faire une introspection, c'est-à-dire ces questions ne tombent pas du ciel. Non. Est-ce que ces populations pour qui ce développement a été initié ont été prises en compte dans les stratégies de gestion, d'inclusion, d'une approche holistique et inclusive? Donc voilà des questions qui peut-être interpellent des questions comme défi pour l'OMVS. D'accord, professeur, vous l'avez abordé, la gestion concertée, on l'imagine avec de nombreux défis. Tout à l'heure, donc vous avez abordé Elie Mohamed Elhadj. Je rappelle que vous êtes donc juriste, conseiller juridique du Haut Commissariat de l'OMVS. Vous avez abordé la question du financement équitable. Comment cela se déroule concrètement aujourd'hui si l'on sait que les pays gèrent d'autres défis, ont d'autres préoccupations? Comment l'OMVS arrive à maintenir cette coopération, cette gestion de la ressource partagée sans créer des conflits? Effectivement, donc, pour l'instant, l'OMVS fonctionne selon le schéma donc, sur lequel qui lui avait été tracé depuis l'origine, donc jusqu'à présent. Donc, fonctionne selon un effort donc, qui est fourni par les États membres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre la création de l'OMVS, donc, qui était vraiment tenue à bras le corps par les États, et aujourd'hui, donc, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Donc, l'OMVS est donc pas partant changé. Donc, a connu beaucoup de changements. Donc, parce que l'OMVS, maintenant, génère de la richesse. Elle génère des revenus. Et il y a effectivement donc cette contribution donc des États qui est mise en avant. Donc aussi bien donc pour la construction des ouvrages communs, la réalisation des ouvrages communs, donc qui vont servir donc au développement des États et qui vont également servir donc leurs objectifs de développement. Et il y a également donc la prise de conscience au sein de l'OMVS que il va falloir quelque part changer de paradigme. Parce que on ne peut plus continuer sur le schéma ancien dès lors que l'OMVS est une organisation également actuellement qui génère des revenus. Et c'est actuellement le travail qui est actuellement en train d'être mis en place pour un peu mettre en place un système de financement autonome de l'OMVS où l'autonome devrait ou s'affranchir donc des financements des États qui ont donc c'est l'occasion de le dire des priorités nouvelles donc et qui sont sollicitées de toutes parts, et l'OMVS peut donc diminuer cette charge au niveau des États puisqu'elle génère des revenus. Et c'est effectivement donc ce système d'autofinancement qui est actuellement à l'étude actuellement, qui a été validé dans son principe par les instances supérieures de l'organisation. Donc, le Haut Commissariat de l'OMVS travaille actuellement à la mise en place d'un système d'autofinancement qui puisse permettre à l'organisation de vivre par ses propres moyens. Vivre par ses propres moyens et générer également donc, des moyens qu'elle peut mettre à la disposition des États. Donc, c'est ça l'objectif donc, de ce système de financement autonome. Donc, pas tout simplement autonome en étant tout à fait égoïste, mais également autonome en générant de la richesse qui va profiter également donc, aux États. Donc c'est ça l'objectif actuellement. On est actuellement en train de travailler sur ça au niveau du Haut Commissariat de l'OMVS
avec donc les ramifications institutionnelles de l'organisation, donc qui consistent donc avec qui ont de la consistance avec les différentes sociétés de gestion qui sont opérationnelles à l'heure qu'il est. Et donc voilà, donc nous espérons pouvoir bientôt disposer donc de ce système d'autofinancement qui puisse permettre à l'OMVS d'avoir un nouvel élan. D'accord, vous avez abordé quelques réalisations de l'OMVS, mais aujourd'hui, si on devait faire un bilan à mi-parcours, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les réalisations concrètes de l'OMVS? Mais avant d'aborder cette question, professeur Ndaoui, allez-y. Oui, peut-être par rapport à ces réalisations, moi je crois qu'à l'heure du bilan, on peut noter quand même des avancées significatives qui se déclinent. Premier axe des réalisations, l'alimentation en eau potable des populations, notamment, disons, des pays riverains. Nouakchott, Dakar en particulier, qui est approvisionné par le lac de Guiers et les projets, je crois, dans le pipeline, KMS 3, Kermassar 3. Donc le deuxième axe, c'est l'aménagement de la vallée du fleuve Sénégal avec 300 000 hectares qui répondait à un objectif décliné par l'OMS dès sa création, c'est-à-dire, disons, l'irrigation et promouvoir l'autosuffisance alimentaire. Le troisième axe de la réalisation, c'est la souveraineté énergétique, parce qu'on a été dépendant énergétiquement. Et depuis 1927, la puissance coloniale a fait des études prospectives, l'Union hydroélectrique africaine, qui a été mise en place en 1927 pour répondre à la question énergétique posée par le plan de développement économique et social, c'est-à-dire le plan de mise en valeur initié par le ministre de l'économie et le ministre des collines de l'époque, Albert Sarraut. Ensuite, une petite seconde, professeur, excusez-nous, comme on a dit que c'était une omission également pour permettre aux auditeurs de poser... Allô, bonjour. Allô, oui, bonjour. Donc, vous pouvez participer en appelant au 88 628 98 98. Vous voulez participer à l'émission? Vous avez une question particulière? Effectivement. Oui, allez-y. D'accord. Alors, d'abord, je salue déjà cette initiative qui consiste à dialoguer avec les populations sur la gestion du fleuve. C'est très important de dialoguer sur les biens communs. Donc, ma question, nous avons connu l'OMVS depuis le lycée, mais nous ne savons pas trop en quoi consistent les actions de l'OMVS, car n'étant pas trop connus à travers ces actions. D'accord. Donc, j'aimerais savoir sa véritable raison d'être d'abord, et si réellement elle joue son rôle. Voilà. D'accord. C'est ça ma question. Merci beaucoup. Donc, vous avez la question d'une auditrice qui rejoint d'ailleurs ce que vous étiez en train de dire, professeur Randa. Vous pouvez continuer avant que le conseiller juridique Elie Mohamed Elhaj apporte des précisions. Donc, il y avait un axe, un volet navigation qui, en fait, projette de rendre la navigabilité du fleuve de Saint-Louis jusqu'à Ambi-Dédi, sur 900 km. Ensuite, il y a un volet préservation de l'environnement et promotion du développement durable. Là aussi, évidemment, il faudrait avoir une approche critique. Tout aménagement de grande envergure soulève des défis et des questions environnementales. Des maladies liées à l'eau, la question des maladies hydriques, le typha, ces plantes sauvages qui péjorent l'aspect climatique du fleuve Sénégal, etc., l'orpaillage, etc. Ce sont des questions qu'il ne faudrait pas occulter. Et pour répondre à cette question, c'est l'approche inclusive. Moi, je crois qu'il faudrait, à l'avenir, associer les populations. Tout ce qui se fait pour moi, sans moi, est contre moi. Moi, je crois qu'il faudrait associer les populations. Parce qu'à l'époque, j'ai fait une étude critique de l'ouvrage sur l'OMVS de Merzoug, mais du haut comme M. Merzoug, le haut commissaire sortant, mais la question qui se posait au niveau des populations traversées par les hautes tensions, les fils électriques qui approvisionnent Dakar et Nouakchott, ces populations n'ont pas été intégrées dans le projet d'électrification. Donc il y a un problème d'équité, d'accès à l'eau
d'accès aussi à l'électricité, qui sont approvisionnées. En général, ce sont les capitales régionales, les grandes capitales administratives. Donc, il faudrait promouvoir une approche holistique et inclusive qui prend en compte les besoins, les problèmes auxquels se trouvent confrontées les populations. Effectivement, Elie Mohamed El-Hadj, vous avez entendu l'auditrice. Donc, je prends déjà à la volée donc, le relais de ce que vient de dire le professeur à l'instant. Donc, par rapport donc, à l'implication des populations. Donc, effectivement, donc, c'est un souci qui n'est pas perdu de vue. Effectivement, donc, et j'en veux pour preuve donc, la création en septembre 2019, il n'y a pas très longtemps, ça fait une année et quelques, de ce qu'on appelle le comité de bassin. Le comité de bassin, c'est une instance donc, d'appui à la décision du Conseil des ministres, qui vient en appui pour apporter une aide à la décision au Conseil des ministres, et qui est en quelque sorte une sorte de structure démocratisée, donc de participation des populations, où on retrouve à peu près vraiment toutes les filières, tous les secteurs d'activité donc, qui interviennent au niveau du bassin du fleuve Sénégal. Et par extension, au niveau des États. Parce qu'on a effectivement le niveau décentralisé qui est celui du bassin du fleuve Sénégal, mais on a également le niveau donc, au niveau des États. Donc, des acteurs institutionnels étatiques, mais également tous les intervenants, que ce soit des privés, que ce soit des collectivités, des collectivités territoriales, que ce soit des regroupements communautaires, que ce soit des organisations pastorales. Vraiment, tous les secteurs d'activité se retrouvent au niveau de ce comité de bassin, donc pour discuter des grandes questions, donc qui vont, qui font le quotidien de l'organisation et donc qui vont proposer, alimenter le Conseil des ministres en recommandations donc pour pouvoir donc prendre des décisions donc qui iraient encore beaucoup plus loin donc dans le sens de la recherche de l'intérêt de la population. Le rôle de l'OMVS, donc c'est celui donc qui lui a été fixé depuis le départ. Et entre-temps, donc, beaucoup a été fait. Bien entendu, ce n'est pas, malheureusement pas toujours très visible. On a ces ouvrages qui ont été faits parce que si on regarde tout simplement, prenons les années 1980, on savait parfaitement que pendant une très grande période de l'année, on traversait les lits du fleuve à pied. Il n'y avait plus d'eau. Il n'y avait plus d'eau. Donc, qui dit plus d'eau, plus d'activité, plus d'élevage, plus d'agriculture. Donc, les gens étaient là à attendre la saison des pluies. Donc, et c'est grâce aux ouvrages de l'OMVS, je parle bien entendu de l'ouvrage de Manantali qui est en amont et l'ouvrage donc de Diama qui est en aval au niveau du bas delta du fleuve Sénégal. Donc, ils sont venus réguler les eaux du fleuve. Donc on a régulé l'eau du fleuve. Et pendant toute l'année, il y a de l'eau au niveau du fleuve. Et donc, qui dit il y a de l'eau du fleuve, il y a de l'activité. Il y a la production agricole, il y a la production pastorale, il y a de la population qui n'émigre plus, qui a tendance à rester au niveau des terroirs. Donc ça c'est déjà un impact et on peut dire que derrière cet impact, il y a un rôle qui est joué par l'OMVS qui a permis de créer des conditions donc qui ont rendu donc la zone du bassin du fleuve donc beaucoup plus favorable donc aux conditions de vie des populations. Et je parle également de la responsabilité parce que si on construit ce ouvrage, il y a forcément également des impacts. Le professeur avait parlé des impacts au niveau de la santé, donc avec l'apparition de nouvelles maladies liées à l'eau. Et à ce niveau, l'organisation ne s'est pas défaussée de ses responsabilités. Elle a pris carrément à charge ces questions de nouvelles maladies liées à l'eau. Et à travers les grandes campagnes de distribution de moustiquaires, de mise à disposition des médicaments de lutte contre la schistosomiase, contre le paludisme, et donc ils ont appuyé les autorités sanitaires des États donc pour faire face à ces maladies. Et je pense qu'au bout du compte, on a de bons résultats. On a de bons résultats à ce niveau-là. Bons résultats. Bon, voilà, je donne, c'est pas exhaustif, ce sont deux exemples. On peut pas
tout donner, on y passerait la journée. De bons exemples, des réalisations. Est-ce que c'est ce qui fait que, et en plus de cette gestion concertée, c'est ce qui fait que l'OMVS, on a très peu de temps, en quelques minutes, c'est ce qui fait que l'OMVS est cité comme un modèle abouti en matière de coopération institutionnelle liée à l'eau en Afrique en particulier? Pas seulement en Afrique, à travers le monde. J'ai dit en particulier, donc voilà. en général. Voilà, donc pas seulement en Afrique, mais à travers le monde. Parce que dernièrement, régulièrement, donc l'OMVS, donc malheureusement, ce n'est pas tout à fait bien connu par le grand public. L'OMVS reçoit régulièrement donc des organismes similaires, donc qui venant d'Afrique ou d'autres continents. Nous avons par exemple l'ABV qui sont venus récemment donc nous rendre visite. C'est l'autorité du bassin de la Volta, l'ABN avec lesquels nous avons des échanges plus ou moins suivis. Nous avons également donc l'OMVS qui participe donc à un panel d'experts de haut niveau donc lié à la problématique de la gestion des eaux du Nil. Donc il y a un exemple parce que on a les Nations Unies et un ensemble d'États donc ont voulu apporter l'OMVS pour donc faire la démonstration de son expérience dans la gestion pacifique et concertée des eaux d'un fleuve et qu'on voulait mettre à profit donc pour un peu mettre de l'huile, si vous voulez, donc dans les relations entre les pays du bassin du Nil, donc qui ont un caractère donc plus ou moins conflictuel. Nous avons également reçu donc des organismes donc qui viennent de zones assez lointaines du bassin du fleuve Sénégal. Je parle de zones assez lointaines. Je parle de pays d'Asie centrale. Je parle de pays comme le Kirghizistan, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan. Ces 5 pays de l'Asie centrale qui ont en partage donc 2 bassins versants qui sont l'Amou Daria et les Sir Daria, et donc qui par l'entremise de la coopération suisse donc a instauré donc un dialogue triangulaire entre ces pays-là, l'OMVS et avec la coopération suisse et l'OMVS, donc parce que le mode de gestion donc de ces eaux n'est pas toujours aisé entre ces pays. Et donc on s'est dit qu'il y a peut-être donc une possibilité d'apprendre des choses au niveau de l'OMVS où il y a une gestion donc solidaire donc des eaux du fleuve et qui a tendance à donner de bons résultats. D'accord. Professeur Mor Ndao, vous avez relevé quelques défis, des préoccupations, mais est-ce que cet exemple de gestion concertée est un bel exemple qui peut être également utilisé dans d'autres secteurs pour notamment éviter les conflits? Oui, je crois que l'originalité de l'OMVS, c'est de promouvoir la diplomatie de l'eau et de transformer des espaces potentiels de conflit en des zones de paix, de concorde, de solidarité partagée. C'est un organe d'intégration qui est presque unique au monde. C'est très rare de voir un fleuve internationalisé et patrimonialisé qui appartient à tous les États engagés dans le projet. Ce qui fait que souvent l'OMVS est nominé au niveau mondial. C'est un exemple unique. Regardez ce qui se passe au niveau du Nil, entre l'Éthiopie et l'Égypte, le Soudan. La gestion des eaux du Nil constitue un potentiel de conflit très, disons, réel. Donc, l'OMVS, son génie, sa réussite, c'est de transformer ce potentiel de conflit en un espace apaisé. Mais il faudrait, je crois, de plus en plus se départir de l'approche verticale. C'est-à-dire des organes administratifs qui fonctionnent effectivement, la conférence des chefs d'État, le conseil des ministres, mais il faut partir vers le bas. Le développement, c'est vers le bas. Approcher les populations, les organisations féminines, les organisations pastorales, les mouvements de jeunesse pour impulser un développement endogène. On ne développe pas, on se développe, comme dit Kizerbo. Il faut non pas un développement clé en main, mais clé en tête. C'est-à-dire intégrer les populations
dans les stratégies de décision et aussi dans les stratégies de mise en œuvre de ces plans pour lesquels ils sont, disons, porteurs. Et je crois que c'est un défi fondamental pour l'OMVS. Si tous les auditeurs posent la même question, c'est que le problème est réel. Donc il faut ouvrir les yeux et puis prendre à bras le corps ces questions, parce que justement, cela peut être des questions sensibles à la gestion foncière, la question des terres. Maintenant, avec la résurgence de l'agrobusiness, la ruée vers les terres fertiles, de plus en plus, on a de très grandes sociétés qui s'accaparent des terres et qui laissent à côté les populations qui sont dépossédées. Et c'est un potentiel de conflit. Il faut anticiper, la diplomatie de l'anticipation pour pallier et, disons, minimiser ce potentiel de conflit. C'est un défi pour l'OMVS, à mon sens. Merci beaucoup, professeur Mor Ndao, historien. Malheureusement, le temps imparti donc est finalement arrivé à terme. Trop rapidement, me semble-t-il, puisqu'il y avait d'autres questions. Mais on aura l'occasion peut-être d'y revenir au cours des prochaines éditions. Peut-être le mot de la fin, Elie Mohamed Elhadj. Je rappelle que vous êtes le conseiller juridique du Haut Commissariat de l'OMVS. Voilà, pour le mot de la fin, donc le mot de la fin, donc c'est que on a une volonté donc qui est là, qui n'a pas pris une ride depuis bientôt 50 ans. Donc effectivement, donc c'est la promotion donc du bassin du fleuve et des populations du bassin du fleuve et au-delà des populations des États membres donc du bassin du fleuve. Donc c'est ce cap-là donc qui est gardé, et effectivement, mais en essayant de mettre en place de nouveaux outils. Donc je vous ai parlé donc tantôt donc des systèmes d'autofinancement, donc pour essayer un peu de donner une certaine indépendance et une certaine capacité d'investissement donc à l'organisation. Et effectivement, donc c'est ce cap-là qu'on essaie de tenir, mais en même temps également de revoir un peu le système de fonctionnement institutionnel de l'organisation, pour le rendre beaucoup plus adapté, et donc pour un peu également recadrer les choses. Donc c'est même si on a parfois donc pu sentir donc un certain dédoublement des rôles. Donc c'est effectivement un défaut. Donc et sur ça, donc l'organisation, le Haut Commissariat, les structures donc institutionnelles de l'organisation, c'est-à-dire les sociétés de gestion, donc sont en train de travailler ensemble, donc un peu pour essayer de trouver donc un système de fonctionnement institutionnel donc qui puisse être vraiment fonctionnel et qu'il n'y ait pas de double emploi, si vous voulez. D'accord. Merci beaucoup, Elie Mohamed Elhadj. Je rappelle que vous êtes le conseiller juridique du Haut Commissariat de l'OMVS. Nous étions en compagnie du professeur Mor Ndao, historien, directeur de l'école doctorale Ethos, études sur l'homme et la société à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je vous remercie beaucoup. Nous allons terminer sur la préoccupation du professeur qui s'intéresse beaucoup aux populations aux abords du fleuve. Nous aurons l'occasion de revenir sur une préoccupation urgente. Il s'agit de la cote d'alerte du fleuve qui a été dépassée notamment à Matam, Bakel. On en parle au cours de la prochaine émission, car nous allons aborder la gestion du cours d'eau. Merci d'avoir suivi cette émission proposée par l'OMVS en partenariat avec Sud FM. Merci à Pape Laïdje qui a assuré la mise en onde technique. À la prochaine.